Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme chaque année, un événement très fort pour notre fédération, c'est l'Assemblée Générale. Je me retrouve aujourd'hui avec Emmanuel Lavoisier, notre directeur, afin de vous faire une présentation de cette année 2022 qui s'achève. Donc Manu, comment ça s'est passé 2022 ? L'année 2022 a été une année très riche en événements, très dense au niveau du travail. Ça a commencé tout d'abord par les sécheresses, qui a quand même impacté la chasse du gibier d'eau. Ensuite, la grippe aviaire, qui a quand même démarré de façon exceptionnelle au printemps. Heureusement, nous avons pu trouver des bons compromis avec l'administration pour pouvoir continuer de chasser justement le gibier d'eau. On a vu aussi l'explosion des denrées agricoles qui ont impacté fortement la commission grand gibier en termes d'indemnisation, de la facture des indemnisations. Nous avons eu aussi le contrôle de la Cour des comptes qui a amené quand même beaucoup de travail, aussi bien pour le service administratif, technique et l'ensemble du personnel. On a pu constater aussi forcément avec la sécheresse, une moisson précoce, ça a impacté aussi la reproduction du petit gibier, la petite faune de plaine qui a souffert. Donc l'année 2022 est à oublier rapidement en espérant que 2023 soit un petit peu plus sereine. Tout ça pour dire aussi que la fédération est là, à vos côtés. Et heureusement qu'il y a une équipe bien soudée au niveau de l'équipe fédérale, que ce soit au niveau des permanents, au niveau des élus, pour rester soudés dans l'adversité. Je vous propose, une fois n'est pas coutume, de nous rendre sur les différentes commissions de la fédération. Et on va commencer par la commission petit gibier. On va aller rejoindre donc Richard Bouteiller et ses administrateurs référents. Oui, la Somme, ça reste un département petit gibier. Quand on parle du petit gibier, bien souvent, on fait référence à la Fédération des chasseurs de la Somme. 2022, on savait que ce n'était pas forcément une grande année en termes de reproduction du petit gibier. Donc, malgré tout, on s'en est quand même bien sorti pour ce qui est des lièvres et des faisans. La perdrix, on en touchera un petit mot juste après. Si on peut parler de 2023, là, on va bientôt attaquer les comptages de faisans. Les comptages de lièvres sont faits. Et puis, les comptages de perdrix, là, ça se termine. Nous voilà le 1er avril, donc les comptages se terminent. Pour ce qui est des lièvres, on est en légère baisse à l'échelle du département. C'est-à-dire qu'on a perdu 1 lièvre au kilomètre sur l'ensemble du département. Ça paraît pas énorme, mais c'est la deuxième fois qu'on perd en 1 lièvre au kilomètre. En 2022, on avait aussi perdu un lièvre au kilomètre. Donc ça fait quand même une baisse de 30% en lièvre. C'est quand même pas négligeable, il faut rester assez prudent. Alors la particularité du lièvre, c'est qu'on est sur des différentes populations dans le département de la Somme. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'on a des populations dans la Somme qui se portent bien. En gros, c'est dans l'est du département et dans le nord-est du département où on a des assez belles populations. Et puis je dirais dans l'ouest du département, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et dans le sud, c'est là qu'il y a le moins d'animaux. On a des cantons où il n'y a plus trop d'animaux sur Alencourt, Ornois, Piquigny, Molien, Conty. Ça reste des populations, Oisebon, ça reste des populations relativement faibles. Bon, pour autant, voilà, il y a des disparités. Le lièvre se porte pas bien partout, mais globalement, bien qu'on soit en baisse sur 2 années, si toutefois on a une bonne reproduction cette année, ça devrait aller. Pour ce qui est du faisan, tous les ans, on a la même surprise. C'est de revoir des coqs un peu partout. Là, quand on roule en voiture, on voit des coqs un peu partout. On se dit, tiens, de où ils sortent tous ces coqs-là? Donc, en effet, il y a des coqs qui sont restés sur le terrain. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, on voit des regroupements de poules. C'est tout à fait normal. Ça fait partie du processus de la reproduction des faisans. Les poules, elles se regroupent. Et faites-nous confiance à la fédération. Plus on laisse de poules sur le terrain, plus on a de potentiel de reproduction et plus on aura de couvées sur le terrain. Il y a une forte mortalité sur les poules faisanes. Il n'y a jamais eu autant de faisans dans la Somme depuis qu'on ne tire pas les poules. Les comptages de faisans vont commencer. Là, on est le 1er avril, les comptages vont commencer, les comptages de coqs au champ. Ça, je vous engage à y participer parce que c'est un type de comptage qui est très sympathique à faire. Bon, c'est organisé par la fédération et les GIC. C'est comme le lièvre et comme tout le petit gibier, le tout, c'est la reproduction derrière. Si par bonheur on peut avoir une bonne année, ce serait une bonne chose. Je vais terminer par les 2 espèces qui se portent nettement moins bien. Je vais commencer par le lapin. On voit un petit peu de lapin partout, c'est un petit peu mieux. Il semblerait que l'espèce elle est un peu moins sensible aux maladies qu'elle n'a été auparavant. Pour autant, ça reste quand même un animal qui est en déclin. Sur les 10-20 années qui viennent de passer, c'est un animal qui est en déclin. Donc il faut peut-être qu'on réfléchisse à trouver un moyen pour faire en sorte qu'il soit plus
une fois nuisible et puis une fois gibier, parce que c'est pas facile de gérer une espèce quand elle a les deux statuts. À un moment je t'aime, à un moment je t'aime plus, donc c'est très difficile de faire quelque chose. Donc il faut qu'on essaie de travailler là-dessus, peut-être essayer de trouver un statut intermédiaire pour le lapin, de manière à essayer d'en développer là où il n'y a pas de problème de dégâts, et puis à l'inverse de freiner les populations là où il y a encore un petit peu de dégâts de lapins. Mais c'est quand même de moins en moins courant, il faut l'avouer. Allez, je termine avec la perdrix. Ça me fait penser qu'il y a 20 ans, on commençait par la perdrix, quand on parlait du petit gibier, on commençait par la perdrix, et bien là malheureusement on finit par la perdrix. C'est une espèce qui va pas bien, là les comptages ils sont bien avancés, on est le 1er avril, c'est bien avancé. On a beaucoup de territoires dans le département où on est à moins de 10 couples au 100 hectares, donc on est sur des populations relativement faibles. Dans le nord du département, il y a encore passablement de couples, mais même sur ces territoires-là où on avait l'habitude d'être à 20 couples au 100, 25 couples au 100 il y a quelques années, ben nous voilà rendu à 10, 15 couples au 100. Et j'ai pas encore fait les moyennes du département, mais on sera probablement à moins de 10 couples au 100 dans le département. Certains chasseurs ou responsables de chasse nous disent « Oh, la fédération, ils laissent tomber, ils baissent les bras. » Non, non, on baisse pas les bras pour la perdrix, c'est pas vrai. Si les chasseurs s'occupent pas de la perdrix, qui va s'en occuper ? On y travaille, alors vous le savez, on a essayé de tout. On a essayé de travailler sur les souches d'oiseaux, ça a plus ou moins de bons résultats. Malheureusement, plutôt moins résultats que des bons résultats, mais bon, c'est comme ça. On a des difficultés, mais on y travaille. Ça reste un problème d'habitat. L'habitat de la perdrix, il est très dégradé. Le milieu où elle vit, sa reproduction, son alimentation, l'élevage des jeunes, tout devient très compliqué pour la perdrix. Et si on ne travaille pas sérieusement sur l'habitat, par l'aménagement des territoires, on aura du mal à s'en sortir pour les perdrix. Et puis dernière chose, la prédation, ça c'est un point qui est crucial sur lequel il faut absolument travailler. Les renards, les corneilles, les fouines, il faut beaucoup travailler là-dessus, et je vais passer la parole à Serge qui va brosser le panel de ce qu'on appelait auparavant les nuisibles et qu'on appelle maintenant les ésodes, espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Je suis quand même inquiet au niveau des populations de renards, parce que d'après les témoignages qui nous disent qu'on voit beaucoup de renards en ce moment, si vous voulez le piégeage, il me semblerait que les gens ils travaillent un petit peu moins qu'avant. Donc il va falloir se remettre à l'ouvrage. Il faut savoir aussi qu'il y a une évolution dans le matériel, donc le piège connecté, tout ce qui est les corvidés, mais principalement en ce moment les corbeaux freux. Gros problème pour les agriculteurs, qui sont quand même nos partenaires, ne l'oublions pas. Du fait de réguler n'importe comment des corbeaux frais, ça nous permet aussi de réguler la corneille noire, qui est préjudiciable au niveau du petit gibier. On va parler aussi un petit peu de la fouine. Le problème de la fouine, c'est qu'on n'a pas assez de témoignages de dégâts. Et on risque de le perdre au niveau de la liste des nuisibles. Alors les témoignages de dégâts, ben il faut se baser surtout sur les élevages. Du fait de la crise, il me semblerait qu'il y ait beaucoup plus de volailles élevées dans les villages et qui subissent des dégâts. Donc il faut se remettre à l'ouvrage de ce côté-là, aller voir les personnes qui ont eu des dommages, faire signer si c'est possible par le maire du village ou son adjoint, de telle manière qu'on ait ces témoignages pour la liste des nuisibles. Sachez quand même que la liste des nuisibles va être renouvelée cette année pour 5 ans. Il faut avoir des témoignages pour qu'on arrive à maintenir la liste complète. Alors la liste complète, c'est aussi l'API. Grosse difficulté aussi au niveau des dégâts pour avoir des témoignages. Alors si vous voulez encore avoir un peu de gibier, il faut continuer. Alors, la fédération propose 4 types d'aménagements à nos adhérents en contrat de garderie. Nous avons les kits haies, c'est un kit de 25 plants avec le paillage, les tuteurs et la protection lagomorphe. Nous avons également les jachères culture à gibier. Nous avons aussi une aide financière sur des bandes intercalaires entre 2 cultures, de type maïs, de type tournesol, millet, sorgho, et un autre mélange aussi sorgho, millet, sarrasin. Et nous avons également une petite nouveauté cette année, des plots de miscanthus pour couper les grands parcellaires agricoles, ou ça peut être dans des coins de parcelles difficilement cultivables sous forme de petits plots. Alors un agriculteur ou une société de chasse qui serait intéressé pour pouvoir bénéficier de cet aménagement, il faut qu'il téléphone à la fédération et souscrive à un contrat. Ça permet notamment de bénéficier des aménagements et d'autres offres promotionnelles à la fédération.
Comme vous avez pu le constater, l'activité du petit gibier est toujours aussi riche et importante pour votre fédération. Un autre gibier prend de l'importance dans le département, c'est le sanglier. Et tout de suite, nous allons à la rencontre de la commission Grand Gibier. Le sanglier, aujourd'hui, c'est le gibier principal des chasseurs de grand gibier. Cette année, il va se prélever dans la Somme à peu près 4500 sangliers. On n'est déjà pas loin du compte. Le chiffre augmente tous les ans. Et son corollaire avec les dégâts augmente aussi tous les ans. On est obligé de faire des opérations spéciales, par exemple. On a fait 2 opérations comme ça récemment. Une dans la zone de Piquigny, où il est planté beaucoup de miscanthus et où il y avait des dégâts importants dans les cultures et aussi des accidents avec les trains sur les voies ferrées. On avait mobilisé 400 chasseurs de plusieurs sociétés locales qui ont prélevé ces sangliers. On a fait aussi récemment une autre opération, là c'était sous forme de battue administrative, puisque les sangliers étaient en zone périurbaine à Caille-sur-Mer, où il a été prélevé une quinzaine de sangliers. Les dégâts, je vous disais qu'ils augmentaient, ils augmentent en prix, mais ils n'augmentent pas en surface. Au contraire, on était sur 350 hectares à peu près en 2019, on est plutôt aujourd'hui sur 280 hectares de dégâts. Par contre, la facture a suivi le cours des denrées, qui, je vous le rappelle, a quasiment été multiplié par 2 entre 2019 et aujourd'hui. On est arrivé à du blé à plus de 300 € et du maïs, c'est pareil, qui a doublé, plus que doublé. Il fait 104% d'augmentation, le maïs, entre 2019 et aujourd'hui. Donc la facture qui était de l'ordre de 350 000 en 2020 est passée aujourd'hui à 546 000 en année complète. Donc ça nous a obligés à revoir un petit peu certains tarifs, notamment le tarif des bracelets et le tarif de la taxe à l'hectare pour arriver à équilibrer les comptes du grand gibier. Heureusement, cette année, nous avons pu profiter du plan de résilience. En fait, c'est l'État qui nous aide à payer les dégâts, compte tenu qu'on n'est pas responsable, les chasseurs ne sont pas responsables de l'augmentation du prix des denrées agricoles. Ça nous a bien aidés. Mais aujourd'hui, on sait que le plan de résilience c'était pour une année et il faut impérativement qu'on arrive à réduire la facture des dégâts pour les années à venir et ça passe inévitablement par une baisse du nombre de sangliers pour les années à venir. Dans ce sens, on a déjà quand même prévu quelques aménagements sur la chasse du sanglier, notamment pour les chasseurs de plaine qui se plaignaient de ne pas avoir le temps de prélever leur sanglier ou pas la possibilité. Donc il y aura un aménagement sur les dates de chasse, un aménagement sur l'horaire de chasse pour la fin de saison. C'est-à-dire que par exemple, la chasse à poste fixe sur des miradors en fin de saison qui était possible à partir du 1er décembre sera possible à partir du 1er novembre, à condition bien sûr de respecter la réglementation, à savoir impérativement sur des miradors, parce qu'on ne fera pas de concession non plus sur la sécurité. Autre aménagement, la chasse pourra durer jusqu'à 18 h à partir du 1er février. Février et mars, on pourra chasser 1 heure de plus. Ça, c'est pour dire de finir des battues, quelquefois, c'est un peu juste. Et enfin, tous les sangliers qui seront prélevés avant l'ouverture générale, les chasseurs auront possibilité de demander le remplacement de leur bracelet. Donc, entre le début de la chasse du tir d'été et l'ouverture générale de mi-septembre, tous les bracelets pourront être remplacés à la demande des chasseurs gratuitement. C'est nouveau. On essaye de faire en sorte que le sanglier soit plus un problème non plus pour l'agriculture. On sait que les agriculteurs ont d'autres soucis à gérer et qu'il faut qu'on fasse notre part du boulot. Donc ça se passe assez bien en ce moment avec les agriculteurs, avec les responsables agricoles, mais il faut avoir souci que notre passion ne doit pas l'emporter sur leur métier. On peut noter que la situation en chevreuil, bon, sur les chiffres, c'est globalement similaire, puisque on a un taux de prélèvement en gros 70% sur les attributions chevreuil, ce qui fait que nous avons dû traiter de l'ordre de 4500 cartons de prélèvement. C'est un chiffre relativement stable depuis une paire d'années. J'insiste sur le retour des cartons ou des déclarations de prélèvement parce que pour nous c'est un outil de gestion
indispensable. Donc bien toujours retourner dans l'étang ces cartons. Une chose aussi que l'on note sur le chevreuil, c'est un petit peu le grand gibier un petit peu délaissé. Bien souvent, on s'aperçoit, notamment dans les chasses en battu, c'est que les chasseurs ont plutôt tendance à laisser passer, à laisser filer le chevreuil, pensant toujours pouvoir tirer un hypothétique sanglier à la place. Et ça, c'est quand même assez récurrent depuis quelques années. Sur le volet prévention des dégâts agricoles, c'est un chiffre en constante augmentation. Hein. Je pense que vous savez que les agriculteurs nous demandent régulièrement de protéger leurs parcelles agricoles. L'année dernière, le standard de la Fédé a réceptionné de l'ordre de 1000 appels à ce sujet sur toute la saison. Ça fait globalement un linéaire de 900 km de clôture qui sont posés. On s'aperçoit aussi que malheureusement certaines demandes ne sont pas justifiées. Hein. On a quelquefois des exploitants qui réclament la pose d'une clôture sur le simple fait qu'un animal ou deux ont traversé la parcelle sans vraiment générer de réels dégâts. Donc c'est là qu'on voit un petit peu la limite du système de la prévention. C'est pas extensible à l'infini. Donc on essaye de recentrer tout ça au niveau de la commission grand gibier. Par expérience, on note un fort accroissement des demandes de poste lors des périodes printanières de semis, hein, que ce soit pour les pois, pour la plantation des pommes de terre et bien sûr pour les semis de maïs. Hein. Bon, la météo étant clémente pour tout le monde en même temps, c'est le rush. À ce moment-là, les demandes de poste se multiplient. C'est pas évident pour nos équipes de suivre tout ça. Hein. C'est vraiment des périodes très très intenses. Et on a essayé aussi de recentrer tout ça, notamment en échangeant avec les estimateurs de dégâts agricoles, pour gagner en efficacité et aller à l'essentiel, ne pas se disperser dans le temps et dans l'espace pour pouvoir poser les clôtures sur les parcelles où cela est justifié. J'aurais voulu également intervenir sur l'aspect sécurité. Je m'adresse particulièrement aux responsables de chasse. Hein, toujours être très très vigilant sur le respect des tirs fichants. Hein. C'est notamment le souci lorsqu'on est en zone ouverte, de ne pas chercher à allonger son tir pour aller chercher un animal loin parce qu'on ne sait pas où va terminer sa balle. Donc on demande aux responsables de chasse d'être très intransigeants sur les respects des consignes de sécurité parce que c'est un élément majeur. La Fédération des chasseurs de la Somme vous propose 2 formations sur les thématiques sécurité. Bon, la formation décennale dont vous avez tous entendu parler, mais aussi une autre qui concerne les organisateurs de chasse, hein, pour vous permettre d'organiser vos chasses collectives en toute sécurité. Je pense que vous aurez tous bien compris l'importance de continuer à prélever des animaux dans le département de la Somme et à mettre un petit coup de fouet sur le sanglier. Une autre chasse dans le département qui déchaîne les passions, c'est celle de nos oiseaux migrateurs. On va tout de suite rejoindre la commission qui va nous expliquer tout ça. Bonjour à tous, bienvenue au cœur de la baie de Somme. Hein, et aujourd'hui, on est heureux de voir un des paradis des migrateurs, donc c'est le superbe estuaire. Alors aujourd'hui, la Fédération des chasseurs travaille sur 3 axes importants, notamment pour la gestion des populations de migrateurs. Le premier axe, c'est finalement la dynamique des populations. Ce sont donc les comptages et nous travaillons en relation importante avec ISNEA, l'Institut scientifique Nord-Est Atlantique, et on pourrait dire qu'on a plusieurs protocoles réalisés dans le département de la Somme. Et il est très important de connaître les dynamiques de population pour pouvoir estimer les oiseaux au niveau national, mais aussi européen. C'est important. Et que fait-on, Nicolas, alors ? Alors c'est vrai qu'on travaille avec les différents techniciens de Fédé sur 7 protocoles. On suit les espèces, les oiseaux nicheurs, les oiseaux hivernants, les transectes migratoires sur différents sites. Et donc on travaille également avec le groupe ornithologique Picard présidé par François Sueur. Et toutes ces données-là sont recensées par la fédération et données à ISNEA qui va défendre un petit peu nos intérêts au niveau de la chasse depuis maintenant 2012. Très important pour nous, chasseurs de la Somme, de pouvoir avoir toutes ces données de dynamique de population. C'est important pour défendre nos migrateurs, les espèces gibier et défendre la chasse du gibier d'eau en général. Le deuxième axe, c'est donc la gestion des populations. Alors je dirais la gestion des populations, c'est par exemple la création de 2 belles réserves dans le département à l'initiative des chasseurs de la Somme. C'est la réserve de chasse et de faune sauvage de Grand-Lavier, sur une 50aine d'hectares à peu près, qui était réalisée sur une friche industrielle il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. C'est vraiment une superbe réalisation des chasseurs du département de la Somme et qui a à peu près
plus de 200 espèces d'oiseaux d'eau et passereaux, c'est hyper intéressant. Et puis nous avons aussi un superbe espace qui est la réserve de chasse et faune sauvage des bassins de lagunage de Caen-Fort-Mahon, où là aussi on a de très belles populations d'oiseaux, et notamment le canard souchet qui est un canard très présent, jusqu'à quelquefois on a eu jusqu'à plus de 2000 individus sur l'espace, et donc ce qui fait que la réserve de chasse de Fort-Mahon est une des plus belles réserves et qui permet le stationnement de plus de 10% de la population internationale du canard souchet, ce qui fait que le site est d'importance nationale pour la conservation de l'espèce. Voilà. Et à côté de ça, nous avons aussi les prélèvements, on encadre des prélèvements, Nicolas. Alors nous travaillons sur les prélèvements, donc sur les carnets de huttes. Donc on a 2235 installations dans le département de la Somme, parce que ça permet de dégager des tendances d'évolution sur les prélèvements sur le long terme. Et on travaille avec les associations du domaine public maritime, également sur le domaine terrestre. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très important de retourner vos carnets de prélèvements propriétaires de huttes privées, surtout sur les domaines publics maritimes, ça se passe relativement bien. On a un taux de retour de 95%, ce qui est très bon, peut-être 100%, même on approche des 100%. Et donc aujourd'hui, les propriétaires privés doivent absolument renvoyer leur carnet de prélèvement à la Fédération des chasseurs de la Somme avant le 31 mars de chaque année. Alors, 3 piliers, de la dynamique des populations, connaître les populations, la gestion des populations, des espaces aménagés, l'aménagement des zones humides, l'installation de prélèvements quantitatifs de gestion, donc un prélèvement maximal d'anatidés ou réalisé au niveau des prélèvements, et puis aussi la gestion des prélèvements, la connaissance des prélèvements. Voilà les 3 axes. On doit absolument travailler en relation avec l'Institut scientifique Nord-Est Atlantique pour avoir des données et pour pouvoir défendre nos patients. Et Nicolas, aussi, qu'en est-il des radars dans le département de la Somme? Alors nous avons 2 radars aujourd'hui dans le département de la Somme. Donc on en a un dans l'est du département, dans la région de Péronne, et un second qui était auparavant à Cailleux-sur-Mer et qui est arrivé un petit peu plus haut dans le département de la Somme. Alors ces 2 radars permettent de suivre un petit peu la migration 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et d'ailleurs, il y a un site qui est dédié, qui vient d'être créé par la Fédération nationale des chasseurs, qui s'appelle Aérorad et qui permet au tout public, au grand public, de suivre un petit peu la migration en temps en heure. Alors certes, on n'arrive pas encore à distinguer aujourd'hui toutes les éco-signatures des espèces, mais on arrive quand même à déterminer les groupes d'oiseaux. On peut citer par exemple les oiseaux d'eau, les passereaux, les grands oiseaux, et ce qui permet vraiment à l'ensemble du public de suivre un petit peu l'évolution et la tendance de migration des différentes espèces. Absolument Nicolas, très important pour nous chasseurs de gibier de pouvoir connaître les migrations, les flux migratoires, la hauteur, l'altitude et la quantité. Combien passe-t-il d'oiseaux migrateurs sur nos têtes vers le sud pour aller hiverner et on remonte vers le nord pour aller nicher. Et ça, ce sont des clés importantes pour la défense de nos dates d'ouverture et de fermeture et la défense de nos espèces gibier pour les chasseurs de migrateurs. Et donc, pour encadrer tous ces modes de chasse que nous avons dans le département de la Somme, que ce soit aux petits, aux grands gibiers et même aux oiseaux migrateurs, il nous faut une équipe d'agents qui est sur le terrain chaque jour et aussi chaque week-end. Donc en fait, ce sont des agents qui ont 2 volets, 2 différentes missions. Alors la mission première, je dirais, c'est quand même de communiquer et d'informer les chasseurs. Vous savez qu'on a tous vécu un épisode de grippe aviaire qui n'a pas été facile à vivre pour tout le monde. La fédération a demandé à ses agents de développement d'aller communiquer en baie de Somme, au baie d'Authie, auprès des chasseurs de gibier d'eau, à la fois sur la réglementation qui était très particulière dans le cadre de la grippe aviaire, avec par exemple le transport des appelants, avec les caisses qui doivent être étanches, enfin bref, différents volets, les déclarations. Donc il y a eu un gros travail d'information qui a été fait par les agents de fédération cette année. C'est là-dessus que j'assiste auprès des chasseurs de gibier d'eau, donc eu égard à ce problème de grippe aviaire. Les agents de développement interviennent aussi principalement sur le schéma départemental de gestion. Donc à ce titre-là, les agents travaillent sur tout le département et sont en mesure d'intervenir partout. Alors c'est à la fois par exemple sur la sécurité, ça peut être sur le port des gilets fluo, ça peut être sur le pancartage, ça peut être sur les plans de chasse du grand gibier, sur les plans de gestion du petit gibier. Donc là, dans le cadre du schéma départemental, nos agents peuvent se déplacer et intervenir partout dans le département. Et ils ont aussi un deuxième volet de leur métier qui est celui d'exercer de la police de la chasse, je dirais particulière, chez nos adhérents en contrat de garderie, où là, en plus du travail habituel, bien sûr, ils vont apporter aux responsables de chasse beaucoup de conseils, beaucoup d'aides, beaucoup d'informations en matière d'aménagement, en matière de piégeage, en matière de gestion des espèces, mais ils peuvent aussi intervenir à partir du moment où il y a un contrat de garderie qui est signé, par exemple pour les chasses sur autrui,
ou par exemple sur le non-respect des règlements intérieurs des associations. Un volet particulier sur lequel ont travaillé les agents de développement cette année, donc qui fait attrait à la sécurité, c'est sur le port du gilet fluorescent, qui est, je le rappelle, obligatoire à partir du moment où on est chasseur ou rabatteur. Et aussi le pancartage. Dès lors qu'il y a une battue qui est organisée au grand gibier, les chemins d'accès doivent être pancartés. Donc là, cette année, nos agents de fédération ont mis l'accent sur ces deux volets-là de sécurité. Et contrairement à auparavant, le défaut de gilet ou le défaut de pancartage faisait l'objet d'un avertissement écrit. Là, cette année, on a commencé à verbaliser par des timbres amendes. Donc une grande part des timbres amendes qui ont été dressés, c'est plus d'un tiers, qui ont été dressés cette année, ont attrait à la notion de sécurité, donc à cette histoire de gilet fluo et de pancartage. Pour plus d'informations sur la nature des procédures qui ont été dressées cette année par la garderie de la fédération, vous trouverez un article dans le Picardie Chasse, vous verrez, tout est en détail et vous verrez les différentes procédures qui ont été dressées, à la fois pour le petit gibier, pour le grand gibier, pour le gibier d'eau et bien sûr aussi pour cette notion de sécurité qui est primordiale. Et maintenant, une commission un petit peu moins connue, mais tout aussi importante. Il s'agit de la commission sanitaire et cynophilie. Sur le volet sanitaire, un élément essentiel, c'est le réseau de SAGIR, qui est de la surveillance de mortalité de la faune sauvage. Donc après les 2 années, on va dire Covid, qui ont quand même sacrément perturbé la collecte des cadavres de gibier, là le réseau a repris sa vitesse de croisière. C'est bien souvent du gibier qui nous intéresse, avec particulièrement 2 espèces qu'on collecte assez régulièrement, c'est le chevreuil et le lièvre, avec un point particulier sur le lièvre, puisque vous le savez, c'est une espèce qui souffre d'une maladie qu'on appelle la tularemie et qui est classée zoonose, c'est-à-dire une maladie transmissible à l'homme. Donc on se doit de vraiment surveiller l'évolution des foyers de tularemie au niveau du département pour en informer le monde de la chasse. Les missions de la commission consiste plus particulièrement à promouvoir l'utilisation du chien de chasse. En 2022, les rencontres Saint-Hubert et l'organisation ont plus ou moins été chamboulées. La fédération a pris de suite la décision de renouveler cet événement autour d'un chasseur et son chien. Une journée entre chasseurs et chiens d'arrêt ou broussailleurs. Cette journée s'est déroulée sur le territoire de Varouan-Bayon. Nous avons accueilli avec plaisir 39 candidats, toutes catégories confondues, dont 4 chasseresses. L'esprit de la journée était dans la sportivité, du fair-play et convivialité. En fin de journée, tous les candidats étaient ravis. Pour cette année, cette journée va être renouvelée le 21 octobre sur le territoire de Trois-Rivières. Nous allons organiser une journée découverte au siège de la fédération le 9 septembre. Nous souhaitons sensibiliser les propriétaires de chiens et futurs propriétaires. Nous aurons différents ateliers, les premiers gestes secours canins, l'alimentation et surtout la préparation physique de son compagnon avant l'ouverture. Il est important de dire que ces journées sont ouvertes à tous, pas besoin de bêtes à concours pour y participer. Dernière commission tout aussi importante, c'est celle du permis de chasser et des formations. Bonjour à tous, bienvenue au centre de formation de la fédération. Avec quelqu'un que vous connaissez tous, un petit jeune qui est arrivé il n'y a pas longtemps à la fédération et qui a repris cette année en charge le pôle formation, Florian qui est à mes côtés. Au niveau de la formation, c'est plus de 3000 personnes, c'est 3200 personnes qui sont passées entre les mains de nos agents. On est à plus de 2000 personnes en ce qui concerne l'examen du permis de chasser et en ce qui concerne les chasses accompagnées qui marchent très très bien, avec la possibilité maintenant pour les accompagnateurs d'avoir une carte qui leur dure 10 ans et de pouvoir emmener régulièrement des jeunes avec eux. Les formations sécurité sont une priorité pour la fédération et je dirais pour le monde de la chasse. C'est une obligation pour chacun, pour chaque chasseur, pour chaque responsable de chasse et chaque chef de ligne. On a une formation d'ailleurs qui est responsable de chasse et chef de ligne. On a tout un panel de conseils et de clés à mettre dans les mains de vous, chasseurs, tant au niveau théorique qu'au niveau pratique. Cette formation n'est pas obligatoire, bien évidemment. C'est fortement conseillé, fortement recommandé. Alors n'oubliez pas non plus qu'il y a aussi la formation décennale que vous devez tous passer à un moment ou à un autre. N'hésitez pas à vous inscrire.
Et il y a aussi d'autres formations à votre disposition. Il y a la formation tir d'été du renard, il y a la formation corps-vidé, il y a la formation aussi chasse à l'arc. Avec toutes ces activités différentes qui se répartissent tout au long de l'année, vous allez pouvoir quasiment chasser toute l'année. Alors la fédération a initié récemment un petit questionnaire, un petit sondage auprès des personnes qui passent le permis de chasser. Et on est surpris du résultat de constater qu'aujourd'hui nous avons 20% des candidats qui sont des candidates. Alors bien sûr, la gamine de 16 ans qui est incontournable parce que son petit copain ou son papy l'emmène à la chasse, mais pas que, aussi des personnes issues parfois de milieux urbains qui se mettent à la chasse. Le chasseur, dans une immense majorité, est passionné par la nature, bien entendu, et aussi par le côté culinaire de la chasse. On l'a vu à travers des actions que mène la fédération, au travers des cercles culinaires ou encore des dons qui ont été réalisés au Resto du Cœur. On a effectivement un engouement pour la venaison et sa valorisation. Et ça, c'est une très très bonne chose. Donc ce questionnaire va permettre de démystifier un peu l'image du chasseur que tout le monde peut avoir après le sketch des inconnus qui nous a tous bien fait rire mais qui nous fait quand même pas mal de tort. À savoir que le chasseur évolue et c'est dans la nature des choses de voir quelqu'un qui se remet en question et qui est donc encore une fois qui est passionné de nature et qui est aussi assez souvent polyvalent, pas forcément passionné par le grand gibier ou le petit gibier, mais qui aime bien se soumettre à toutes les disciplines. Un autre point important qui ressort de ce petit questionnaire, c'est que pas mal de candidats, notamment les jeunes, passent le permis de chasser, mais ne savent pas réellement où ils vont pouvoir pratiquer parce qu'ils n'ont pas de territoire. Ça, c'est une difficulté et on va tâcher de mettre en adéquation des échanges où certaines personnes, certains responsables pourraient accueillir justement ces jeunes afin de leur fournir le moyen de pratiquer leur passion. Alors Hubert, je crois qu'en 2022, c'était riche en événements, mais je crois qu'en 2023, il se prépare aussi beaucoup de choses. Peux-tu nous faire un petit point sur les événements qui vont se préparer ? Oui, alors entre autres activités, en 2023, nous allons participer à la foire exposition de Picardie. Ça n'est pas une première, mais il faut remonter à très très longtemps pour que nous puissions faire partager non seulement notre passion et aussi ce qu'on a mis en évidence par nos dons au Resto du Cœur ou aux étudiants, c'est-à-dire la venaison. C'est-à-dire que nous allons faire goûter aux Amiénois et pas que, principalement aux urbains en tout cas qui ne connaissent pas. C'est un rendez-vous que je vous donne pour la première semaine de juin. Sans oublier bien sûr les fêtes où nous sommes associés d'habitude. Et aussi, cette année encore, devant le succès considérable de la messe de Saint-Hubert de novembre de 2022, eh bien, nous remettons ça sur le tapis avec une cathédrale qui s'annonce déjà pleine comme un œuf, tellement cet événement connaît un succès énorme, sonné par nos amis du Val-de-Seine. Ça, ce sera le 3 novembre. Ce sera le 3 novembre, Jean-Luc. Et avant ça, donc, les chasseurs pourront nous retrouver ici, à la Maison de la Nature, pour nos portes ouvertes. Des portes ouvertes qui vont s'ouvrir au monde extérieur et qui vont réunir énormément d'associations. Et puis encore une fois, l'occasion de se montrer à tout public. Voilà. Et bien moi j'en ai terminé. Jean-Luc, peux-tu nous parler de la nouvelle maquette de la revue qui vous est très très appréciée, je sais, par nos amis chasseurs et pêcheurs, qui est donc la revue Picardie Chasse-Pêche, qui a fait peau neuve. Ça fait déjà un petit moment que c'était dans les tuyaux. Il fallait travailler sur cette nouvelle maquette en accord avec nos amis les pêcheurs. Et donc c'est fait pour 2023 et le numéro de mars, vous l'avez reçu dans vos boîtes aux lettres. Donc c'est un numéro qui se veut plus moderne, plus aéré, avec toujours des rubriques appréciées comme ça se passe près de chez vous et puis des rubriques traditionnelles pour mettre en avant des chasseurs de notre département. Puis, la communication c'est le papier, mais on s'adapte aussi à d'autres générations. Donc on est toujours actif sur notre page Facebook, sur notre compte Instagram et sur notre compte Twitter. Et voilà, je vous invite tous à venir nous rejoindre pour retrouver les activités de la fédération et des chasseurs d'une manière générale. Je vous dis à très bientôt. Merci Jean-Luc. On a fait le tour de toutes les commissions. On s'est bien rendu compte que l'activité de la fédération est vraiment riche et variée. Évidemment, on n'a pas pu parler de tout à l'intérieur de ce petit film. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose de particulier ? L'ensemble du rapport écrit sera en ligne après l'Assemblée Générale. Donc je vous invite à visiter le site de la fédération et lire l'intégralité du rapport. Effectivement, il y a beaucoup d'activités en plus de ce que vous avez pu voir dans le film. Pour l'objectif 2023, pour le petit gibier, ça va être de renforcer un petit peu les populations de faisans, de continuer sur les chartes,
de renforcer le piégeage, de relancer même sur certains secteurs le piégeage. Il y aura des journées cet automne de démonstration et de rappel à la législation. Concernant le grand gibier, bah là c'est clair, l'objectif pour les 2 années à venir, ça sera de diminuer les populations, ça c'est incontournable. Il faut absolument que dans le département de la Somme, on passe en dessous des 3000 sangliers prélevés. Ça va être vraiment le challenge pour les chasseurs de grand gibier pour les années à venir. L'équipe fédérale, je le répète, est à votre disposition, à votre écoute, et sachez qu'on est avec les chasseurs samariens et on défend la chasse samarienne au quotidien. Je répète bien, au quotidien.